Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale a été distingué à Kigali. Louis Vlavono a reçu le prix d'excellence des services d'État. C'était à l'occasion de la 15e réunion régionale africaine qui a eu lieu au Rwanda. Notre dossier du jour s'intéresse à la plateforme e-Résultats lancée en juillet dernier. C'est une innovation qui a permis à de nombreux parents et à des candidats de consulter autrement les résultats des examens de fin d'année. Ce 15 octobre, c'est la journée mondiale de la femme rurale, une journée instituée pour reconnaître la contribution des femmes rurales au développement. Pour l'occasion, une équipe de la rédaction s'est intéressée à des femmes piscicultrices de Porto-Novo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Patrice Talon est-il déjà candidat à la présidentielle 2021? Le ministre porte-parole du gouvernement invite plutôt à la patience. Alain Oronla l'a évoqué lors de son traditionnel point de presse. On fait le point avec Jérôme Hongbo. Le président Patrice Talon dit savoir déjà s'il sera candidat ou pas à sa propre succession. Mais certains semblent aller trop vite en besogne. Je voudrais me référer à l'interview que le président de la République a donnée à votre confrère Jeune Afrique, interview à l'occasion de laquelle le président de la République a dit vouloir réserver la primeur de la décision qu'il a prise à son peuple. J'ai espoir, et je suis d'ailleurs sûr, je n'ai pas de doute que cette promesse sera honorée, de sorte que je voudrais vous inviter à la patience. Des irrégularités sont constatées ces derniers temps à la Direction générale des impôts, au point où un acteur politique demande la démission du directeur général des impôts et du ministre de l'économie et des finances. Tout le monde n'a pas l'agilité de la personnalité politique qui aurait tenu ces propos. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement fait preuve de la plus grande transparence en poursuivant les investigations relatives à ces malversations. C'est une initiative qui n'a pu être prise que par l'exécutif, à qui on ne peut pas reprocher d'avoir tenté d'étouffer ce scandale, mais qui, bien au contraire, a ouvert et a entamé les poursuites. Le temps de la justice n'est pas celui des tribuns. Je crois que, par sagesse, nous devrions laisser la justice, qui est saisie de cette question, procéder à toutes les auditions et toutes les investigations afin que nous sachions l'étendue des dégâts et les éventuels responsables de cette malversation dont je rappelle que le gouvernement, en toute transparence, a initié les poursuites et donc n'est pas dans la logique dénoncée par la personnalité politique en question. Ce dossier est déjà dans les mains de la justice. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de l'Assemblée nationale a été distingué à Kigali au Rwanda par la Fondation 225, une fondation qui œuvre pour l'excellence. Louis Vlavono reçoit le prix d'excellence des services d'État à l'occasion de la 15e réunion régionale africaine. En marge de l'événement, le président de l'Assemblée nationale a été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda. Le point de ce séjour avec Firmin Bassao. Après-midi du mercredi 14 octobre 2020,
le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, foule le sol béninois en provenance de Kigali au Rwanda. C'est à l'occasion de la 15e réunion régionale africaine qui vise à célébrer l'excellence pour l'Afrique. L'accueil du président Vlavonou par la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda traduit ici les liens de fraternité entre les deux peuples. J'ai voulu venir saluer mon collègue président de l'Assemblée du Rwanda avec qui nous partageons très bonnes relations. Et ensuite, aussi à travers nos deux personnes, c'est les relations entre nos deux peuples qui se manifestent ainsi. Tout d'abord, nous remercions le président pour son travail accompli. Nous le remercions également pour la fraternité et le partenariat maintenu entre les deux pays. Clou de cette visite officielle, la distinction qu'a reçue le président de l'Assemblée nationale béninoise des mains de la Fondation 225, une institution continentale. Les choix de ces lauréats s'opèrent à 3 niveaux. Nous avons au début une première collecte par nos relais qui sont au niveau des pays africains où nous sommes installés. Cela collecte les noms des modèles de travailleurs de leur pays et nous les reverse au niveau de la Fondation 225 où se déroule le premier tri. Le second tamis, la liste retenue est envoyée à un groupe de sondage international à Abidjan. Et le troisième filtre, c'est le dernier filtre. C'est-à-dire que nous pouvons partir de 500 nominés pour atteindre 80 lauréats. Divers prix selon les domaines et les secteurs d'activité sont décernés à plusieurs personnalités africaines venues de tout le continent. Le président Vlavonou reçoit le prix d'excellence des services d'État, une distinction que le président Vlavonou dédie en particulier au chef de l'État béninois pour diverses réformes entreprises. Depuis son accession à la magistrature suprême du Bénin en avril 2016, le président Patrice Talon, qui a placé son mandat sous le sceau de la rupture et de nouveau départ, a engagé une série de réformes courageuses afin de moderniser et de rendre plus performante la gouvernance politique, économique et sociale de mon pays, le Bénin. À la suite du chef de l'État et avec le soutien de mes collègues députés, toutes tendances confondues, j'ai personnellement engagé quelques réformes pour améliorer le fonctionnement du Parlement béninois en simplifiant certaines procédures dans un souci de célérité et d'efficience. Je me suis attelé à assainir la gestion des ressources financières de l'institution et à rendre l'administration parlementaire plus performante à travers un redéploiement du personnel administratif axé sur les résultats et des renforcements de capacités ciblés et adaptés aux besoins des agents. Au regard de tout ce qui précède, je voudrais dédier la présente distinction qui m'échoit, Grand Prix africain des services d'État, en premier lieu au président Patrice Talon, grand bâtisseur infatigable, à l'ensemble de la représentation nationale pour l'harmonie et la concorde qui préside aux réformes en cours au niveau de l'actuelle législature du Parlement béninois, car un homme seul, fût-il un génie, ne peut pas jouer une symphonie. Cette 15e réunion régionale africaine qui s'est tenue à Kigali est le signe de reconnaissance de tous ceux qui ont contribué à l'émergence du continent africain, transformer les pesanteurs de l'Afrique en valeurs positives pour faire avancer le continent. C'est la leçon à retenir de cet événement historique. Intéressons-nous à présent à l'opération de distribution des cartes de membres aux militants de l'Union progressiste qui est lancée. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Abomey-Calavi. Les détails de Lenaï Kagbazaou et de Benjamin Denayon. Des pièces d'identité politique délivrées à des militants convaincus.
Ces cartes de membres symbolisent leur appartenance effective à l'Union progressiste. C'est l'aboutissement d'un long processus qui contribue aujourd'hui à la consolidation du parti. C'est quelque chose de très important que nous engageons parce que nous voulons nous identifier, nous voulons nous distinguer et nous voulons nous rassembler. Et nous ne voulons pas seulement des électeurs, bien sûr que nous en avons besoin, des sympathisants, bien sûr que nous en avons besoin, mais nous avons surtout besoin de l'ossature du parti, qui est constituée par les membres, les militants du parti. Ceux qui consacrent un temps important de leur vie à des activités partisanes et qui ont décidé d'exprimer leur opinion, leur engagement au sein de l'Union progressiste. C'est de ceux-là qu'il s'agit. C'est de celle-là qu'il s'agit. L'Union progressiste dispose donc d'une solide et fiable base de données en ce qui concerne ses militants, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Des militants véritablement acquis à la cause du parti. Le militantisme est en œuvre au sein de l'Union progressiste. Les comités que nous avons constitués, les groupes de travail que nous avons constitués, les points focaux qui ont travaillé pendant les élections communales, personne n'a réclamé des ressources, personne n'a réclamé de per diem. Et le travail a été correctement fait. C'est un des éléments du militantisme que de savoir s'investir bénévolement dans une action publique. 12 personnalités du parti ont reçu au nom des 12 coordinations départementales les cartes de membres à distribuer par commune, arrondissement et quartier de ville. Les militants sont invités à aller les retirer. Dans les jours qui vont suivre, les lancements se feront au niveau des départements. Et après seront démultipliés au niveau des communes. Mais sachez que les cartes concernant tous les militants inscrits dans la base et sur l'ensemble du territoire, que toutes ces cartes sont prêtes et sont en train d'être acheminées en ce moment même sur le terrain pour que dès demain, celui qui se présentera dans une commune soit en mesure de retirer sa carte. Il faut inviter les membres du parti à se présenter, à retirer leur carte. Si nous conduisons bien cette opération, notre parti aura accompli un progrès gigantesque. Je vous demande de montrer encore une fois le niveau d'engagement qui est le vôtre. Lequel niveau d'engagement a fait de notre parti le plus grand, le plus fort, le mieux organisé du pays aujourd'hui. Et nous devons confirmer cela par notre détermination. Une détermination qui va permettre, comme le dit le slogan du parti, de maintenir le cap. À l'occasion de cette cérémonie de lancement de l'opération de distribution des cartes de membres aux militants de l'Union progressiste, certains députés, ministres et maires du parti sont revenus sur l'importance de ces cartes. Je vous propose de les suivre au micro de Lénaï Kagbazaou et de Benjamin Denayon. La symbolique de l'événement du jour, c'est ceci. Vous voyez quand, par exemple, quelqu'un adhère à une religion, il y a souvent un certain nombre de cérémonies qui se font. Par exemple, j'espère que vous avez votre livret de catholicité qui prouve, peu importe là où vous allez mourir, que vous avez été baptisé, que vous avez eu votre première communion, que vous avez eu votre confirmation. La carte de membre d'un parti, c'est une sorte de preuve de l'adhésion de l'individu à un ensemble de visions, à un ensemble d'idées, et son engagement à se mettre dans un cadre organisé pour approfondir sa pratique sociale, pour approfondir ses convictions au contact des autres membres du parti. Et c'est en cela que, dans nos statuts,
un décorum a été prévu pour la distribution des cartes de membres. L'Union progressiste, qui est née il y a 2 ans, a enrôlé énormément de militants. Sur notre plateforme, il y a des centaines de milliers de militants qui méritent reconnaissance. Et pour pouvoir être reconnus, il faut leur remettre, bien entendu, leur carte de membre. C'est ce que la direction nationale et le bureau politique ont décidé de faire. Les réformes du système politique se poursuivent et de voir qu'un des grands partis du pays évolue au point de commencer maintenant à remettre ses cartes de membres, c'est un acte que moi je salue. C'est pour cela que j'ai tenu à être présent. Nous voulons avoir des partis qui sont modernes, des partis qui sont gérés de manière transparente, pas des partis avec des membres fantômes, et de les identifier, de leur donner des cartes, mérite d'être salué. Donc pour moi, c'est une étape supplémentaire qui a été franchie dans la modernisation de la vie politique dans notre pays. Il faut qu'on identifie nos militants. Ce n'est pas qu'on ne les connaît pas. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas faire ces espoirs-là lors des 2 joutes électorales. Mais nous sommes là, à quelques mois des échéances. Il faut qu'on identifie, il faut qu'on essaye de matérialiser ceux-là. Et vous savez, dans nos contrées, quelqu'un qui a un petit badge ou bien qui a une petite carte se veut le plus responsable et le plus... Et ça dit, il se retrouve plus dans son rôle. Nous sommes en train d'assainir le paysage politique. Vous savez, les partis d'envergure ont été lancés. Nous sommes allés à un certain nombre d'élections. C'est des processus qui devraient être mis en œuvre depuis, parce que quand on a lancé l'Union progressiste et que nos concitoyens ont adhéré massivement au parti, il restait à leur montrer qu'ils sont vraiment membres et à leur délivrer leur carte de membre. Ils l'ont réclamé depuis un moment, mais l'enchaînement des élections législatives communales a fait que nous n'avons pas pu honorer cet engagement. Là, maintenant, le processus est lancé, les cartes de membres sont prêtes. Ce qui vient de se faire est unique dans notre pays. Sous l'ère du renouveau démocratique, un parti politique aussi grand que celui que nous avons, l'Union progressiste, à la suite de la réforme du système partisan, vient symboliquement de distribuer les cartes à ses militants. Nous allons occuper entièrement le terrain. Nous allons enrôler, nous allons continuer l'enrôlement. Les cartes de membres sont disponibles. Chacun, avec sa carte, se retourne dans sa cellule pour faire partie désormais des membres de cellule. Et nous allons sous peu installer les structures de base du parti pour occuper entièrement le terrain, animer la vie du parti depuis la base. C'est de ça il est question. Ce qui est fait aujourd'hui est symbolique. C'est, comme on le dit, la remise des cartes aux coordonnateurs départementaux qui vont faire le relais vers les communes, ensuite vers les arrondissements et vers les quartiers de ville. Ce qui montre avec beaucoup d'élégance que l'Union progressiste s'enracine dans tout le Bénin et gardera fondamentalement la place de premier choix en termes de qualité politique au Bénin. Dans le reste de l'actualité, le lancement de la télévision numérique terrestre au Bénin se précise. La ministre en charge du numérique et de la digitalisation a rencontré ce jeudi les partenaires et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette révolution. Fifamé Salomé Atadedji, Jérôme Hongo. La télévision numérique terrestre est une réalisation importante du monde du multimédia. Une révolution à laquelle le gouvernement prépare depuis quelque temps les acteurs de l'édition et de la diffusion du message. La ministre du Numérique et de la Digitalisation a invité à ce propos les partenaires impliqués. Elle a invoqué avec ces derniers l'acteur important de cette chaîne de valeur qu'est l'opérateur de diffusion. Cet opérateur de diffusion, comme vous le savez, va concentrer toutes les actions de collecte, de multiplexage et de diffusion des programmes de la TNT dans notre pays sur l'étendue du territoire national. Nous avons mené des discussions puisque le gouvernement associe les éditeurs que vous constituez, que vous êtes, dans le processus de création de cette entité importante. Et les échanges de ce matin
sont relatifs à cela. Nous vous avons, à la suite donc des différentes conversations que nous avons eues dans cette même salle, nous avons fait parvenir les derniers éléments relatifs aux modalités de création de Béné-Diffusion que vous avez reçus. Et aujourd'hui, nous voudrions donc répondre à vos éventuelles questions qui subsisteraient en dépit des différents échanges que nous avons eus. Les discussions ont également porté sur le modèle économique de ce nouveau mode de gestion de la communication. Toujours par rapport à la télévision numérique terrestre, les sites qui abritent les différents équipements de transmission et d'émission sont fonctionnels. Le sujet a fait l'objet d'échanges entre la ministre du numérique et de la digitalisation et les étudiants à l'université de Parakou. Nestor Sela et Judika Elaina, compte rendu. Tous les ingrédients du réseau de la télévision numérique terrestre TNT déjà mis en place. 29 sites avec des équipements d'émission et de transmission déjà au point. La TNT, c'est une réalité au Bénin. Difficile à mettre en œuvre le réseau. Le réseau qui est constitué de l'ensemble des équipements qui sont installés sur toute l'étendue du territoire, nord, sud, de l'est à l'ouest. La partie la plus dure, nous l'avons déjà fait. Le réseau en place. Nous avons aujourd'hui 29 sites avec les équipements d'émission, de transmission. Et ces équipements-là élèvent aujourd'hui. Ici, nous sommes sur le site de la TNT situé à Baka dans le 2e arrondissement de Parakou. Le gouvernement décide ainsi de passer de l'analogie au numérique avec une vitesse supérieure pour optimiser les ressources. La télévision analogique fait qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision que vous connaissez actuellement utilisent un canal, disons que le canal a cette largeur, pour passer tous les contenus de télévision, le journal, les émissions, etc. Et à chaque canal, une chaîne de télévision. Chaque chaîne a son canal, son boulevard. Avec la TNT, vous prenez un seul canal, vous pouvez mettre jusqu'à 15 chaînes dedans. Et comment recevoir la TNT? Une préoccupation des étudiants de l'université de Parakou à l'occasion d'une séance d'échange sur les actions du gouvernement avec la ministre du numérique et de la digitalisation. L'émissaire du gouvernement répond et explique la procédure. Vous devez avoir ce que l'on appelle un décodeur numérique. Le décodeur reçoit ce qui est émis et décode. Et le gouvernement, mercredi dernier, sous le leadership du chef de l'État, a décidé que le décodeur pourra être acquis librement par chacun pour recevoir la télé. Aujourd'hui, le gouvernement dit non, on ne crypte pas ces programmes de base parce que chacun doit avoir accès librement, un peu comme avec l'analogie aujourd'hui, librement à ces programmes de base. Vous allez vous acheter votre décodeur, quand vous achetez votre télévision, vous venez vous brancher et vous pouvez suivre les programmes de base. Et pour permettre à tout citoyen béninois d'accéder aux décodeurs homologués de la TNT, le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement. Et l'une de ces mesures, ce sont des exonérations. Et ces exonérations vont permettre, en fait, que ceux qui vont faire produire et commercialiser donc ces entreprises-là, qui vont vendre les décodeurs, n'auront pas à supporter des charges comme les taxes, les droits de douane sur ces décodeurs. Et la conséquence, et c'est ça qui intéresse le gouvernement, c'est que le prix du décodeur sera plus faible. Parce qu'on veut que chacun puisse pouvoir acheter des décodeurs. Donc, il y a des exonérations qui seront mises en place par le ministre des Finances pour permettre cela. Ce que le gouvernement a aussi fait autour des décodeurs, toujours pour permettre à la population de pouvoir y avoir accès
s'est fixé un prix plafond pour le décodeur. Avec la TNT, c'est un canal pour plusieurs chaînes de télévision. Le programme d'action du gouvernement est en marche dans tous les secteurs. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, la plateforme e-Résultats a permis à beaucoup de parents et des candidats de vivre autrement la délibération suite aux examens de fin d'année. Aujourd'hui, la rédaction vous propose un magazine dans lequel vous verrez des enseignants, des candidats et des parents d'élèves témoigner de l'efficacité de cette plateforme. Rebecca Kendiaoundé, Benjamin Denayon et Arnaud Tossé. Une adresse électronique, un lien, puis un clic. Chimène n'a pas eu besoin davantage d'efforts pour consulter son résultat du baccalauréat en août dernier. Aujourd'hui, elle reste nostalgique de cet instant crucial vécu sur la plateforme e-Résultats. Je pense encore au jour où j'ai consulté mes résultats sur la plateforme e-Résultats. J'ai reçu un lien. Quand je suis partie sur le lien, ça a mis rechercher vos résultats du bac, le PCSEP. J'ai cliqué sur bac. On a demandé le numéro de table que j'ai mis et j'ai vu le résultat. Chimène n'était pas du tout convaincue de l'efficacité annoncée du e-Résultat avant de l'avoir essayé. Et quelle ne fut pas sa surprise. J'entendais parler, je me disais que bon, peut-être que c'est faux, ce n'était que des bavardages. J'attendais voir quand même comment ça allait se passer. Mais j'étais vraiment satisfaite. Je pense que c'est mieux que le déplacement. Parce que par exemple, là où elle a composé, c'est un peu loin. Si on veut comparer les frais de déplacement par rapport aux frais de forfait qu'on a activés, je pense que le forfait est mieux que les frais de déplacement d'aller consulter sur le centre d'examen. Donc j'ai beaucoup apprécié cette initiative. Le portail e-Résultats est le point d'entrée unique ouvert sur tous les résultats des examens et concours nationaux organisés sur l'ensemble du territoire béninois. Tout comme Chimène, Mario a fait son expérience avec la plateforme quand il a planché pour l'obtention de son baccalauréat. Ce sont mes parents qui se sont renseignés pour moi et j'ai eu accès à la plateforme grâce à mon portable. Au lieu d'aller prendre Zémo, aller retrouver cette grande foule-là, tu as l'opportunité de voir directement tes résultats depuis ta maison. Quand même intelligent de la part du gouvernement. Si Chimène et Mario ont eu le sourire aux lèvres après avoir consulté le e-Résultat, cela n'a pas été le cas du frère de Stéphane qui a connu une expérience assez particulière avec le dispositif numérique. Lors des résultats, j'ai consulté, c'est marqué refusé. Et il est là en train de se lamenter déjà. Ses amis lui écrivaient pour dire, mais tu es admis, ton nom est affiché au CG, va voir. C'est là. Son père s'est levé avec un ami et ils sont partis vérifier. Ils ont vu que son nom est affiché. Son nom est affiché, ils sont au nombre de 51 à être admis. Il est le 26e. C'est de là que ça m'a donné un peu d'inquiétude. J'ai commencé par consulter, à voir les amis et j'ai vu que la plateforme dit vrai. Donc je salue un peu les autorités qui ont mis cette plateforme en ligne pour la bonne marche des choses. Lancée en juillet dernier, cette plateforme a visiblement satisfait plus d'un lors des derniers examens de fin d'année. Au titre de l'année 2020, ce sont des milliers d'apprenants des classes de CM2, 3e et terminale qui ont pu consulter leurs résultats sans se déplacer vers les lieux d'affichage habituels. Une grande première au Bénin. La plateforme e-Résultats, j'ai découvert cette plateforme-là cette année. Et pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. J'emprunte à une image. Vous avez l'habitude de quitter Cotonou pour Nati Tengou. Et vous faites le trajet en 8 heures de temps. Et quelqu'un vient vous proposer de faire ce même trajet en 5 minutes. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, en fait.
Moi, je recommande aux parents et aux élèves d'utiliser cette plateforme parce que ça leur évite justement de s'exposer au soleil et de sécréter de l'adrénaline en fait. C'est assez stressant et assez angoissant de s'exposer de la sorte, d'attendre des résultats en vain et peut-être par la fin d'apprendre que l'on a échoué. L'exploit de e-résultat, c'est simplement que vous êtes chez vous, vous avez votre résultat et en cas d'échec, vous avez du soutien parce que vous avez du monde qui vous entoure. Moi, je recommande vivement aux parents de prendre cette plateforme au sérieux à l'avenir parce qu'on est chez soi et on a ce qu'on veut. Quoi de mieux? Dès que le candidat introduit son numéro, qu'il soit riche ou pauvre, il a son résultat et c'est son résultat. C'est une initiative à perpétuer. Quand j'avais passé mon concours pour entrer dans la fonction publique, il a fallu que je me déplace de Calavi pour aller jusqu'à la direction départementale de la fonction publique à Cotonou. Cela m'a coûté plus de 1000 francs l'aller-retour. Aujourd'hui, on a la possibilité de dépenser à peine 50 francs ou bien, même si on devrait dépenser 200, à mon avis, ce n'est pas trop payé pour avoir quelque chose de si formidable. Coup d'essai, coup de maître. En initiant ce projet, le gouvernement veut surtout rester fidèle à son programme d'action, la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Sachez, mesdames et messieurs, que le quotidien du service public La Nation organise une conférence virtuelle demain vendredi 16 octobre 2020. Cette conférence est ouverte au public. Le directeur de publication du journal La Nation nous donne plus de précisions au micro de Précieuse Aqueron. Nous avons jugé opportun d'aller au-delà du fil commun de l'information, de l'actualité, pour pouvoir aborder des questions de fond. Raison pour laquelle la Nation a initié une conférence virtuelle dédiée à 2 thèmes principaux. Le premier thème est relatif aux dynamiques de développement dans notre pays depuis 60 ans. Quels sont les emplois de qualité, quelles sont les infrastructures depuis 60 ans, les enjeux, les analyser, les comprendre. Et le deuxième thème est relatif à l'accélération vers un avenir numérique. Au-delà de la création d'un ministère dédié au numérique depuis l'avènement du président Talon, qui a fait prendre de façon plus pertinente des enjeux que revêt le numérique, je crois qu'avec la pandémie Covid-19, le monde a pu saisir davantage l'utilité aujourd'hui du numérique. Et donc nous avons estimé opportun de débattre de cette thématique également, à savoir l'accélération vers un avenir numérique. Et pour en débattre, nous avons fait appel à du beau monde, notamment Madame Isabelle Durand, qui est la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNICED. Nous avons sollicité également Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Le ministre Alain Ouroula, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et de la poste, est également invité à ce débat, ainsi que d'autres acteurs de la société civile. Un débat qui sera modéré notamment par Carton Fiancan, qui est connu au plan international, et d'autres participants, d'autres speakers de marque auxquels nous avons fait appel pour débattre de cette thématique-là. Et je voudrais profiter de l'entremise de l'entretien que vous m'accordez pour inviter les universitaires, tous ceux qui se retrouvent à travers ces 2 thématiques et qui veulent en débattre, qui veulent en connaître les ressorts, qui veulent comprendre et les analyses qu'on peut en faire aujourd'hui, de nous rejoindre à travers le mail forumlanation@onip.bj. Les entreprises en charge des travaux de construction des stades dans les communes de Commet et de Grand Popo ont reçu la visite du préfet du Mono. Il est allé apprécier le niveau d'avancement de ces chantiers. Jean-Claude James, Jules Akoigo. Les sites de construction du stade de Commet et du stade de Grand Popo, 2 chantiers du programme d'action du gouvernement
avec des niveaux d'avancement variés. Les travaux évoluent bien. On a noté que ces derniers temps, nous sommes en petite saison pluvieuse. Et ce qu'on a vu sur le chantier nous ont dit que ces derniers temps, ils ont été embêtés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Commet. Ça a quelque peu ralenti les travaux, en dehors de quelques problèmes qu'ils ont évoqués, qui ont déjà trouvé des solutions. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le chantier de Grand Popo. Là, à vrai dire, c'est rassurant. Si on met les bouchées doubles, nous pouvons réceptionner les travaux avant fin décembre. Des infrastructures toujours en construction, mais le préfet se réjouit déjà de l'impact qu'elles auront une fois mises en service. Oui, ce grand joyau-là que je vois, moi déjà ça m'a donné l'envie de faire du football. Nous voulons que les jeunes fassent, c'est-à-dire des loisirs sains. Et il faut dire que ce stade-là va drainer beaucoup de monde. Vous voyez, quand les jeunes se déplacent, ceux qui aiment le football, ils vont se déplacer sur Grand Popo. Vous voyez, il y aura des activités très rapidement qui vont se développer autour de ce stade. Cette nouvelle descente de l'autorité sur ces chantiers est un signal fort pour ces entreprises qui sont appelées à mettre les bouchées doubles afin de respecter le délai contractuel. On parle à présent de la Journée mondiale de la femme rurale. Dans l'élément qui va suivre, Awa Chérif et Ernest Tetegou se sont intéressés aux femmes piscicultrices de Porto Novo, des femmes qui se battent au quotidien pour leur épanouissement. Elles mènent leurs activités en association pour plus de rendement. Regardez. Dans cette énergie mise à s'accrocher au filet de pêche se trouve une vraie passion pour la pisciculture. Ces femmes rurales, face à leur destin, se laissent guider par la routine de leurs activités génératrices de revenus. De la pisciculture à l'élevage de porcs. Et de lapins, en passant par la transformation du manioc en farine, le plein épanouissement se trouve dans l'engagement de chacune et de toutes. Nous donnons à manger aux animaux ici, des animaux qui appartiennent à Yonoukanhoto. Nous faisons l'élevage des porcs, la cuisson du gari. Notre association nous permet d'aider nos conjoints. Quand le mari a des difficultés financières, la femme doit pouvoir lui alléger la tâche et mieux s'occuper des enfants. Réunies aussi d'une association pour mieux impacter leur entourage, ces braves dames ne désespèrent en rien. Donc ensemble, nous faisons nos activités pour avoir des revenus, pour pouvoir aider nos enfants et notre foyer, c'est-à-dire nos maris ensemble. Aujourd'hui, elles-mêmes peuvent témoigner. Aujourd'hui, elles vivent bien du travail qu'elles sont en train de faire ici. Elles apportent quelque chose dans leur foyer. Même elles ne sont pas toutes là aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont dans le marché en train de vendre ce que nous sommes en train de produire ici. Sinon, elles seront déjà nombreuses. Au-delà des préjugés, être femme rurale est un atout, estime-t-elle. Pour elle, il existe 1001 raisons valables de s'enorgueillir de leurs conditions sociales. Certaines personnes pensent que c'est ridicule et inutile notre activité. Or, ceci par exemple, les plantes que nous semons servent de nourriture aux porcs. Ma santé et celle de mes enfants, mes activités me permettent de les assurer. Dès qu'une difficulté survient, la caisse ouverte y pourvoit et réussit à me sauver. À la force de leurs bras, ces femmes écoulent leurs produits dans les marchés qui vont nourrir des populations entières. Aujourd'hui, le monde entier les célèbre.
elles, femmes battantes du quotidien qui ne connaissent ni peur ni obstacle. Elles qui savent l'art de transformer le fruit de leur labeur en un plat copieux à la maison ou dans un restaurant. Et c'est là se retrouve leur mérite tout particulier. En RDC, la directrice générale de l'UNESCO était dans un lycée dans le cadre de sa visite axée sur les questions d'éducation des filles. En Belgique, la commissaire européenne à la santé appelle les États membres de l'UE à faire le nécessaire pour éviter un nouveau confinement généralisé. Et en France, le personnel soignant se rassemble à Paris à l'appel des organisations syndicales pour réclamer une revalorisation de salaire et des embauches. Je suis venue saluer la rentrée scolaire après ces mois de confinement et de fermeture des écoles et l'éducation des filles qui reste malheureusement très inégalitaire à travers le monde, a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies, lors de sa visite au lycée Kabambar dans le nord de Kinshasa. Nous avons estimé que dans le monde, il y avait 11 millions de filles qui pourraient ne pas revenir à l'école. C'est pourquoi nous avons lancé une campagne de communication. Elle n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de l'instruction des filles, leur accès à l'école et appeler les filles à poursuivre leurs études le plus longtemps possible. Quand on regarde les adultes qui ne savent ni lire ni écrire, les 2 tiers, ce sont des femmes. C'est les inégalités qui se reproduisent et vous avez le pouvoir d'y mettre fin à travers votre éducation. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Willy Bakonga, a invité l'UNESCO à soutenir la mesure de gratuité de l'enseignement primaire décrétée par le président Tshisekedi depuis septembre 2019 et qui a permis à plus de 4 millions d'enfants à intégrer ou réintégrer le système éducatif. Audrey Azoulay, quant à elle, a estimé que cette mesure est une réforme qui est très ambitieuse, mais qui pose d'énormes défis en termes à la fois d'infrastructures, de nombre d'écoles, de formation des enseignants et de capacité de financement des salaires des enseignants. Elle a ainsi promis d'accompagner les autorités congolaises dans l'effort massif qui doit être fait pour la qualité de l'enseignement. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, appelle les États membres de l'Union européenne à faire tout ce qui est de leur pouvoir pour éviter un confinement généralisé au moment où le rebond de la pandémie conduit les États membres à durcir leurs mesures sanitaires. Mon premier message aux États membres aujourd'hui est un message d'urgence. Nous manquons de temps. Tout le monde doit faire ce qui est nécessaire pour éviter les effets dévastateurs du point de vue social, économique et de la santé d'un confinement généralisé, a déclaré la commissaire européenne lors d'une conférence de presse. En pleine reprise de l'épidémie de Covid-19, plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants organisent jeudi une nouvelle journée de grève et de manifestation pour réclamer des embauches massives immédiates. L'afflux des malades de coronavirus dans les hôpitaux depuis la rentrée, 9173 comptés mercredi, a raviré les craintes des soignants déjà durement éprouvés au printemps. Ils disent être très fatigués et il n'y aurait pas de lit de réanimation en réserve, a souligné Macron mercredi soir pour justifier le durcissement des mesures annoncées. Syndicats et collectifs y voient la conséquence des manques d'effectifs récurrents dans le secteur et revendiquent des embauches massives immédiates ainsi que la revalorisation significative des salaires. Des rassemblements seraient prévus dans plusieurs grandes villes disposant d'un CHU comme Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Rennes et Dijon. Hasard du calendrier, ces actions sont prévues au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un couvre-feu en région parisienne et dans 8 autres métropoles à compter de samedi. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.
Lundi 5 octobre 2020, Journée mondiale de l'habitat. Toutes les réflexions tendent vers l'habitat. Le ministère en charge du cadre de vie et du développement durable a débuté la célébration de cette 35e édition à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir cette forte délégation à l'occasion de la célébration de la 35e journée de l'habitat. L'habitat de qualité est un des défis importants dans le développement de nos nations. Et se retrouver à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ce matin pour lancer l'activité de célébration de cette journée témoigne de l'importance que les autorités de notre pays accordent